Revenir un peu sur notre thème du jour, je rappelle que c'est la fiscalité. Et M. Doudou Sarr appartient à la coalition Benno Bokk Yakaar. Je reprécise que la coalition des FAL ne s'est pas présentée. Alors nous en sommes désolés, mais nous faisons l'émission pour autant. Nous allons revenir un peu sur l'importance de la fiscalité chez nous. 95% des ressources du Sénégal viennent de la fiscalité. Est-ce que c'est une normalité? Oui, c'est une normalité dans la situation actuelle. Quoique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, notre fiscalité n'est pas exhaustive. Je pense que si les impôts étaient exhaustivement recouvrés, et si la facturation des impôts était exhaustivement effectuée, je crois que le pourcentage serait largement supérieur à celui-là. Parce qu'en valeur absolue, il y aurait un bond de 300 à 400 milliards. Il y a 300 milliards que l'État ne facture pas, que l'État, par rapport auquel l'État procède, on ne peut même pas dire à des remises gracieuses, puisque l'État renonce par avance à ses recettes fiscales. Et au nom de quoi? Encore une fois, ce n'est pas la vendeuse qui va à Bamako ou à Nouakchott pour acheter du bazin qui revient et qui est exonéré, non. Ce sont véritablement ceux qui peuvent payer, ceux qui ont la capacité de payer, parfois plus que la capacité de payer, et c'est ceux-là qui sont exonérés. L'exonération pourrait se comprendre si elle était, pour ainsi dire, productive, c'est-à-dire si elle rapportait au pays. Mais quand vous dites que l'État renonce à recouvrer ses impôts, concrètement, cela correspond à quoi? Mais le président de la République à 2 reprises, le ministre de l'économie et des finances à 3 reprises, ont affirmé ce que pour notre part nous affirmions depuis plusieurs années, c'est qu'il y a le niveau des exonérations, que ce soit au niveau de la fiscalité de porte comme au niveau de la fiscalité intérieure, atteint 300 milliards par an. C'est-à-dire très précisément en 10 ans, cela fait 3 000 milliards auxquels cet État, qui n'a pas beaucoup de ressources, renonce. Mais 3 000 milliards, c'est 1 an et demi de travail de l'État. C'est un peu moins que 6 mois de travail du Sénégal tout entier. Voilà ce à quoi l'État du Sénégal a renoncé ces 10 dernières années. Mais ça, c'est ce qui n'est même pas facturé. C'est ce qui fait l'objet d'exonération par avance. Il y a ce qui est facturé et qui n'est pas recouvré. Dans mon métier, il arrive que j'audite des entreprises, qu'il s'agisse des entreprises publiques ou des entreprises à caractère privé. Quand vous regardez la comptabilité, vous vous rendez compte que une année après l'autre, l'État ne recouvre pas l'impôt. Mais au bout d'un certain temps, il y a prescription. Et l'État perd définitivement cet impôt. Une évaluation qu'on pourrait traiter sévèrement d'approximative nous fait croire que entre 100 et 150 milliards d'impôts recouvrables, puisque facturés, ne sont pas recouvrés. C'est-à-dire pas recouvrés du tout. Ne sont même pas rattrapés sur l'année suivante. Calculez vous-même. C'est comme si chaque année, l'État renonçait à 450 milliards de recettes fiscales par an, chaque année. C'est-à-dire un peu plus, ou aux environs de 30 milliards par mois. Voilà, sur cette fiscalité, l'importance de la fiscalité, le Sénégal qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas des ressources assez importantes, donc même vous, donc la coalition Benno Bokk Yakaar, si vous venez au pouvoir, vous allez vous asseoir également sur ce potentiel qui tourne autour de la fiscalité pour faire vivre l'État, parce que les ressources n'existent quasiment pas ailleurs. Oui, mais il y a 2 problèmes que le gouvernement actuel ne résout pas et qu'un gouvernement soucieux des intérêts populaires devrait résoudre et surtout aurait les moyens matériels de résoudre. Le premier problème porte sur les impôts et taxes relatifs au pétrole. Lorsqu'il y a une flambée du pétrole sur le marché international,
rien n'impose à l'État de maintenir les taxes, le taux de taxation en l'état. Ah, parce que s'il y a une flambée du pétrole, les taxes, elles aussi, flambent en valeur absolue. Elles sont égales en valeur relative, c'est-à-dire en pourcentage, mais elles augmentent massivement en valeur absolue au prorata de la flambée des cours mondiaux. Si l'on maintient le niveau de recettes en valeur absolue, une réduction des taxes ne diminue pas les recettes de l'État. Si vous encaissez 100 francs chaque année, que le cours mondial augmente, vous décidez de maintenir les 100 francs de recettes. Bien sûr, les taux vont diminuer, mais vos recettes, elles, ne vont pas diminuer. Donc rien n'impose au gouvernement, je disais à l'État, mais disons plus honnêtement au gouvernement, de maintenir le niveau de taxation lorsque les cours mondiaux flambent. Rien ne l'impose. Et cela ne diminue encore une fois en rien ses recettes. Alors, si ça, c'est le premier problème. Oui, oui. Le second problème a trait à la justice fiscale. Il n'est pas normal que depuis plusieurs années, l'État réduise l'impôt sur les sociétés de 8 points, c'est-à-dire de 33% à 25%. De 8 points. Cela nous fait une perte annuelle de 15 milliards par an. Et que l'État ne fasse pas le même geste pour les salaires et les revenus individuels. Rien ne le justifie. Un gouvernement soucieux des intérêts populaires, comme notre candidat le prévoit, Macky Sall, réduirait, pas par gentillesse, pas par magnanimité, mais par efficacité économique, réduirait la pression sur les revenus individuels, qu'ils soient de source salariale ou de source non salariale. Ce rétablissement de la justice fiscale ne diminuerait nullement les recettes de l'État, puisqu'en réintégrant les exonérations, nous avons un plus de 300 milliards à 450 milliards par an en intégrant la partie non recouvrée. Parce que si vous êtes en retard de recouvrement, rien ne vous empêche de recouvrer sur les années suivantes, au cas où le contribuable serait un mauvais payeur. Parce que l'État a quand même tous les instruments de coercition pour vous imposer de payer l'impôt, sans forcément tuer la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire tuer l'entreprise quand il s'agit d'entreprise. Nous parlons des impôts sur les entreprises, mais nous allons revenir sur ce qui semble être la star en matière de fiscalité. On parle de la TVA. On en parle très souvent, c'est un terme qui revient, mais certains spécialistes pensent que c'est une TVA qui est mal adaptée à notre environnement économique, à nos réalités. En quoi cette hypothèse peut être valable, considérée comme étant une hypothèse sur laquelle on doit s'appuyer pour peut-être inverser cette tendance d'inadaptation de la TVA par rapport à notre environnement? Nous avons déjà, rappelons-nous que si nous prenons encore l'exemple du salarié ou de tout autre revenu individuel, rappelons-nous que vous ne travaillez pas plus de 9 mois pour vous. Et parfois, pas plus de 8 mois pour vous. Que le tiers de vos revenus appartient à l'État. Ça fait partie des prélèvements. Rappelez-vous. En plus de cela, il y a la TVA. Mais la TVA, elle est payée au même taux par celui qui gagne 5 millions par mois que par celui qui gagne 50 000 francs par mois. Il paye le même taux de TVA. Cette taxe qui apparaît égale est une taxe qui viole l'éthique. C'est une taxe injuste, puisqu'elle est indifférente à la variation des sources et des niveaux de revenus. Alors cette taxe, elle a été héritée du système colonial. Il y a des pays où elle est, où elle est contournée de façon adaptée. Lorsque vous prenez le cas du Brésil, le président sortant, mais c'est continué par sa remplaçante actuelle, le président sortant attribuait aux familles les plus pauvres du Brésil, celles qui constituent les 17 millions de pauvres qu'il a sortis de la pauvreté à la fin de ses 2 mandatures. Recevez des bons. Vous parlez de Lula. Je parle de Lula. Recevez des bons
des bons qui les aidaient à s'approvisionner à un niveau de prix, bien sûr, qui était inférieur au prix courant, la différence étant prise en charge par l'État. Voilà un pays où la taxe du type TVA n'a pas été modifiée, où elle a été conservée en l'état, mais où le gouvernement, par des mesures adaptées, aide les familles les plus démunies à contourner le niveau. C'est en faisant un peu du social, par la fiscalité un peu. Mais quand vous aidez une famille pauvre, vous ne faites pas que du social. C'est-à-dire vous permettez aux enfants de cette famille pauvre d'aller à l'école sans que chaque matin, les parents cherchent désespérément dans leur poche est-ce qu'ils ont le prix du billet pour se rendre de la maison au lieu d'enseignement. Donc c'est une taxe qui est économiquement productive. Et c'est pourquoi elle a été maintenue par l'actuelle présidente, qui est pourtant un peu moins, sinon beaucoup moins sociale que nous là. Voilà, on va sortir du Sénégal pour invoquer un exemple qui nous a beaucoup intéressés. C'est la proposition de campagne de Hollande qui parle de 75% d'imposition aux Français qui ont 1 million d'euros de recettes. Ce qui semble être un peu bizarre, c'est que la réaction est venue dans son propre camp, au même titre qu'au niveau de la droite. Alors, qu'est-ce qui pourrait être assimilé justement à ces mesures exorbitantes ou bien un peu politiciennes? Ah bon? Mais 1 million d'euros, c'est plus de 655 millions de francs CFA. Mais si on en prélève 75%... Nous sommes au Sénégal. En France, alors, la différence... Quel rapport pourrait-on avoir par rapport à cette proposition qui, dans l'ordre naturel des choses, peut être appliquée? On ne sait jamais. C'est une proposition qui a été déjà faite. En France, l'écart entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus bas est énormément beaucoup plus faible que l'écart entre les revenus les plus élevés au Sénégal et les revenus les plus bas. Au Sénégal, vous avez des écarts, encore une fois, de 50 000 francs à 5 millions. Alors, est-ce que c'est injuste de faire ce qui apparaît comme étant une surtaxation sur des salaires élevés? L'impôt, c'est la répartition. L'impôt, c'est la redistribution. Qu'est-ce qui justifie? Que fait au Sénégal celui qui gagne 5 millions par rapport à l'électricien professionnel, le maçon, le travailleur du bâtiment qui gagne entre 50 et 150 000 francs? Que fait celui qui gagne 5 millions de plus que celui qui nourrit le pays en noircissant sous le soleil et en cultivant des produits agricoles, en s'adonnant à l'élevage ou à la pêche? Il faut des différences de salaire. Alors, donc, vous proposez la redistribution, vous en parlez. Ça veut dire que vous allez... Attendez, oui. Je ne suis pas contre les différences de salaire. Il faut des différences de salaire. Il faut parfois d'importantes différences de salaire. Mais ces différences de salaire se justifient par la valeur ajoutée dans le travail. Si vous prenez un travail d'ouvrier, vous avez 50 à 60% d'exécution. Vous avez 10% d'autocontrôle. Vous avez 30% de supervision. Vous avez peu d'élaboration. Si vous prenez un travail de cadre supérieur, vous avez 30 à 40% de conception. Vous avez 20% de contrôle et de supervision. Vous avez entre 40 et 20% d'exécution. Ce travail de conception, s'investit dans tous les collaborateurs du cadre supérieur, particulièrement du cadre de direction, et au niveau de l'ensemble des exécutants qui sont dans l'espace qu'ils dirigent. Donc, de ce point de vue-là, les différences de salaire, y compris les différences de salaire importantes, sont justifiées. Mais qu'est-ce qui explique au Sénégal ces différences de salaire-là? Si vous regardez, je ne veux pas citer de profession pour ne pas faire de jaloux. Si vous regardez à la loupe ces différences de salaire, si vous regardez à la loupe les métiers
faisant l'objet de ces différences de salaire. Alors, les impôts ont pour fonction de redistribuer. Je vous ai donné un chiffre tout à l'heure. Je ne vous ai pas donné le chiffre précis pour ne pas encombrer nos téléspectateurs, mais il n'est pas normal que dans ce pays, quelqu'un qui a un revenu individuel travaille pour lui que 8 à 9 mois et les 3 à 4 mois restants pour l'État, et que quelqu'un qui a un capital, qui possède une société, qui fait des bénéfices, des fois ne paye pas l'impôt. C'est pas normal. C'est pas normal que ceux qui ont des villas entre 500 millions et 1 milliard ne payent pas l'impôt. C'est pas normal. La justice fiscale, c'est le développement. Puisque l'État n'est pas censé s'amuser avec les impôts qu'il récolte. On parlera de civisme fiscal. C'est une notion, civisme fiscal. D'accord. On en reparlera tout à l'heure. Mais nous allons sortir. Nous avons été interrogés, les Sénégalais, sur la fiscalité. C'est Maïmouna Ndiaye qui allait donc recueillir leur avis. Voici son micro-trottoir.